Commençons notre voyage à la lisière du monde de l'air et du monde de la terre, à la surface du sol. Dans cette zone frontière, la nature recycle ce qu'elle a produit. Les feuilles des arbres et les débris végétaux forment ce qu'on appelle la litière, c'est-à-dire la mince couche de débris organiques qui recouvre le sol. Jean-François Ponge est chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Lorsqu'il se promène en forêt, ce spécialiste de la faune du sol remarque des choses auxquelles un promeneur ordinaire ne prêterait guère attention. Pour décomposer une feuille, il faut un temps suffisant pour qu'elle puisse être habitée et utilisée par des micro-organismes et transformée par des animaux. Ça peut prendre entre 1 an et 10 ans, voire plus, en fonction des conditions de richesse du sol, mais également du climat. Les débris végétaux de la litière ne sont pas consommés tels quels par les créatures du monde du dessous. Ils doivent être affinés, autrement dit préparés, pour devenir une nourriture acceptable par la faune du sous-sol. L'acteur essentiel de la transformation de la litière est un champignon quasiment invisible. À moins d'avoir l'œil de Jean-François Ponge. Voilà une feuille de hêtre qui a subi les premiers stades de sa transformation. Qu'est-ce qu'on voit sur cette feuille? On voit des zones de couleurs différentes. Des zones brunes, de la même couleur que la feuille qui est encore sur l'arbre, et des zones beaucoup plus claires. Ça, c'est le résultat du travail de certains champignons qu'on appelle les pourritures blanches, qui a comme propriété d'être capable de dégrader les tanins. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que les tanins rendent la feuille non comestible par les animaux. Toute cette zone qui a été colonisée par les pourritures blanches est en train de se transformer en une véritable petite dentelle. Ça, c'est le résultat de l'activité de broutage de ces petits animaux. Après que le champignon a fait son œuvre, la litière est comestible pour une bonne part des animaux du sol. Pas plus grandes qu'un grain de riz, les colamboles de surface sont en partie responsables de la transformation des feuilles en dentelle. Plus petits encore, les acariens sont le groupe le plus représenté. Ils participent à leur échelle à la décomposition des feuilles et autres déchets organiques. Cloporte et millepattes sont des vétérans du recyclage. Ils s'attaquent à la matière organique depuis des millions d'années. En se nourrissant de tout ce qui est mort, végétaux, fruits, animaux, insectes, la faune qui décompose et recycle débarrasse la nature de ses débris. Elle la nettoie. Les larves que les mouches pondent dans les cadavres éclosent et dévorent les chairs putréfiées. Les fourmis emportent des débris végétaux. Quant aux scarabées, ils se chargent des excréments que les grands animaux, sauvages ou domestiques, abandonnent derrière eux. Les résidus de matière organique forment l'humus. C'est un compost très fertile qui se trouve juste au-dessous de la litière. La couche d'humus est épaisse d'une trentaine de centimètres. C'est là que prend naissance et se développe l'essentiel des processus biologiques et physico-chimiques du sol. Comment la vie peut-elle proliférer dans un milieu privé de lumière et pauvre en oxygène? On va trouver plusieurs milliers d'individus dans une pelletée de terre, comme celle-ci que je tiens dans mes mains,
plusieurs centaines d'espèces qui cohabitent. Et comment est-ce possible sur une aussi petite surface? En fait, il y a deux raisons. D'une part, il y a la quantité de matière organique qui est renfermée dans le sol, c'est le carburant, c'est la source de nourriture pour tous ces organismes. Et deuxièmement, il y a le fait que le sol est un monde en 3 dimensions. La surface et également la profondeur. Et dans ce monde qui est infiniment fragmenté, on a énormément d'espaces qui permettent aux animaux et aux micro-organismes de cohabiter sans se gêner, sans nécessairement entrer en compétition. Pseudoscorpions, colamboles, nématodes, acariens. Une multitude d'êtres vivants se côtoient dans un univers morcelé, aux formes irrégulières. Les êtres vivants qui grouillent dans l'humus occupent l'espace selon leur taille et leur mobilité. Les plus petits croisent paisiblement les plus grands. À chaque degré de l'échelle d'observation, on découvre une vie toujours plus foisonnante, jusqu'aux bactéries. Parmi toutes ces minuscules créatures, il existe un géant qui tient une place de tout premier ordre. C'est le ver de terre. Il aère l'humus en creusant ses galeries. Dès qu'il sort de son œuf, il commence à creuser. Devenus adultes, certaines espèces de lombriques forent le sol jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur. Comment un animal dont le corps est très mou creuse-t-il si aisément et si profondément? En fait, ce qui est mou, c'est essentiellement de l'eau, c'est du liquide. Mais ce liquide, il est réparti dans des segments. Et le ver de terre est capable de vider certains segments et d'en remplir d'autres. Et lorsqu'il remplit des segments, la pression va augmenter et c'est ce qui lui permet d'écarter le sol autour de lui et ainsi d'avancer. C'est vraiment une originalité dans la faune du sol. Le ver de terre sécrète un mucus qui fait office de lubrifiant et qui facilite sa progression en le faisant glisser. Comment parvient-il à avancer alors que son corps annelé semble ne pas avoir d'adhérence? L'aspect lisse du ver de terre est une illusion. Ses flancs sont équipés de crochets rétractiles qui lui permettent de s'agripper à la terre et lui fournissent un appui. Invisible, le ver de terre travaille le sol sans relâche. On distingue 3 espèces de lombriques. Les épigées vivent à la surface, dans la litière. Les endogées vivent en profondeur et se nourrissent de terre. Les anéciques, enfin, traversent les différentes couches du sol, en faisant des allers et retours entre la profondeur et la surface. Pour les anéciques, tout se passe la nuit venue. Les feuilles sont leur mets favori. Ils les entraînent sous terre pour les digérer tranquillement. En enfouissant les feuilles, ils jouent un rôle capital en distribuant de la matière organique dans les différentes couches du sol. Non seulement les lombriques enrichissent le sol, mais ils le labourent aussi, avec autant d'efficacité que nos engins agricoles les plus perfectionnés. Ils l'aèrent, ils le fertilisent. En un mot, ils le font vivre. On dénombre jusqu'à 250 000 vers de terre à l'hectare. Ce sont plusieurs centaines de tonnes de terre qui transitent chaque année
par leur tube digestif. En se nourrissant, le ver de terre mêle aux végétaux qu'il a mangés les minéraux que contient la terre qu'il a avalée. Les déjections qu'il rejette, qu'on appelle turicules, sont une mixture à haut pouvoir fertilisant. Les turicules contiennent en moyenne 4 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore, 3 fois plus de calcium que la terre environnante. Ainsi, par le biais de leur action digestive, les vers de terre permettent le retour de nombreuses espèces végétales dans des terrains en friche. Les vers de terre consomment des graines à la surface du sol, qu'ils mélangent à la terre et ils les enfouissent, constituant ainsi ce qu'on appelle la banque de graines du sol. Ces graines, tant qu'elles sont dans le sol, elles ne peuvent pas germer. Par contre, le ver de terre remonte aussi du sol, et c'est ce qui forme ces turicules qui déposent en surface. Les graines qui sont à l'intérieur vont pouvoir germer une fois mises à la lumière. Et ça explique pourquoi on a autant de plantes sur d'aussi petites surfaces dans une friche. Chaque ver de terre est un travailleur acharné. Tout ce qu'il fait dès qu'il sort de son œuf profite au sol. Et par chance, il est extrêmement fécond. Selon son espèce, un lombric pond de 3 à 100 cocons par an. Chaque cocon contient une dizaine d'œufs. En conséquence, chaque année, un lombric adulte donne naissance de 30 à 1000 juvéniles. Malheureusement, les sols ne sont pas tous propices à la multiplication de cet allié exceptionnel. Tous les sols possèdent des propriétés spécifiques qui se sont créées et développées tout au long de leur formation, puis de leur évolution. Un sol est riche ou stérile selon qu'il favorise ou non le développement de la faune qui vit et prolifère dans son épaisseur.